Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On est là, il y a 150, 200 tracteurs qui arrivent. Là, ça va bouger. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas une réponse forte de l'État. J'appelle à tous les artisans à soutenir nos agriculteurs parce que finalement, les difficultés, même si elles ne sont pas les mêmes, on se rejoint dans des problématiques qui sont énormes. Aujourd'hui, c'est ici, mais pour moi, la prochaine étape, c'est pareil. Il faut les faire trembler. On veut moins de contraintes, on veut moins d'emmerdes, on veut qu'on nous laisse travailler. C'est plus possible. Et la troisième étape, si Paris, ça bouge pas, c'est l'Europe, c'est Bruxelles. Et donc des détracteurs aux abords de Paris, une ministre qui appelle à ne pas aller bloquer, en tout cas la capitale, un jour de rentrée scolaire. La coordination rurale lance une démonstration de force à quelques jours des élections. Des membres d'agriculture, le deuxième syndicat du secteur, en appelle à faire appliquer les mesures annoncées l'hiver dernier. Alors parlons vrai, est-ce que la priorité numéro 1 du gouvernement devrait être de résoudre la crise agricole? Et à cette question, faut-il s'attendre à une mobilisation massive des agriculteurs? Vous dites oui à 77%. Vous êtes agriculteur, venez témoigner au 0826 300 300. Et puis pour en parler, Sophie Lénart est avec nous, première vice-présidente de la coordination rurale, responsable de la section lait et éleveuse laitière dans l'Oise. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne année d'avance. Bonsoir. Philippe Bilger. Une fois que j'ai dit à quel point la cause agricole, à cause de mon enfance, de ma jeunesse, m'est chère, je suis frappé de voir à quel point le ton des associations et des syndicats agricoles a changé ces derniers jours et il devient âpre, il devient très dur. Et tout à l'heure, je me permettrai de poser une question parce que n'étant pas un spécialiste tout de même de l'agriculture, j'avais tout de même l'impression que le gouvernement, s'il n'avait pas tenu tous ses engagements, en avait tenu certains tout de même. Et donc je suis étonné de voir que le ressentiment agricole non seulement ne diminue pas, mais s'amplifie comme si aucun engagement n'avait été tenu. Moi, Françoise Degois. Je comprends les agriculteurs, hein. Honnêtement, je comprends que le ton change et qu'il soit de plus en plus âpre et en colère. D'abord parce qu'on n'est pas loin non plus du salon de l'agriculture. Je vous rappelle que ça fait quand même 1 an qu'on a eu droit au cinéma de la personne qui avait pour laquelle vous aviez les jeux de Chimène à l'époque. C'était Gabriel Attal sur sa botte de paille, en train de faire toutes les promesses pour calmer tout le monde. Et puis on avait un président de la République en bras de chemise en essayant de convaincre les agriculteurs. Il ne s'est rien passé. Bien sûr qu'il y a des acrostiches. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été, comment dirais-je, un peu améliorées, mais l'essentiel n'a pas été amélioré. La concurrence déloyale n'a pas été améliorée. Les marges entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, ces marges-là n'ont pas été améliorées. C'est ça l'essentiel, c'est-à-dire à part le gaz non routier où s'est passé quelque chose. Je suis d'accord avec vous, Cécile, mais la réalité du travail, du fruit du travail des agriculteurs qui n'est pas assez rémunéré, que ce soit les producteurs de lait, les éleveurs de lait d'ailleurs on dit, que ce soit, comment dirais-je, par rapport aux transformateurs et aux distributeurs, voilà, ça n'est pas réglé, ça demandait un combat politique qui n'a pas été mené. Et le dernier combat politique qui n'a pas été mené, en tout cas qui a été perdu pour le moment, c'est le Mercosur. Je comprends qu'ils soient en colère et il n'y a rien de démago dans ce que je dis. Et il y a d'autres choses encore. J'embraye sur ce que vient de dire Françoise. J'ai le sentiment, moi aussi, de comprendre cette colère. C'est exactement ce qu'a rappelé Françoise Degois. Ça fait quand même très longtemps, et même encore bien avant le salon de l'agriculture de l'an dernier, qu'il y a des promesses qui sont faites sans arrêt aux agriculteurs. Rien ne vient. Et Dieu sait que je suis contre toute forme de violence, évidemment, dans le cadre de manifestations. Néanmoins, ça donne le sentiment que peut-être les agriculteurs sont presque trop gentils lorsqu'ils manifestent. Ils ont des principes généralement, des digues qu'ils refusent évidemment de faire lâcher. Et je trouve ça assez dégoûtant parce que je me souviens la rapidité avec laquelle des lois ont été changées à l'époque des Gilets jaunes. Et vraiment, j'étais le premier à m'insurger contre ces violences inadmissibles, honteuses. On se souvient de l'Arc de Triomphe dégradé, etc. Et il faudrait précisément que les gouvernements se fassent le nécessaire sans arriver à de telles extrémités. Or, ça n'est pas le cas. Les agriculteurs, ils manifestent et on a le sentiment que rien ne se passe finalement. Et ça met en colère. Allez, Sophie Lénart. Oui, c'est vous, première vice-présidente de la coordination rurale. Oui, bien sûr, vous avez la parole. Vous avez, subi quand même entre les annonces, la dissolution et la censure. À chaque fois, ça repousse.
Eh bien, je vais essayer, alors ce sera peut-être dans le désordre par rapport à tout ce que j'ai entendu, mais je voudrais déjà revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui et l'écœurement total de la profession par rapport à la façon dont on a été traité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait pour être traité de cette façon-là? Il me semble que l'agriculture était un point stratégique. L'autonomie alimentaire était quelque chose de stratégique, en tout cas à l'époque d'une certaine grande personne qui était général de Gaulle, en tout cas c'était quelque chose de stratégique. La façon dont on a été traité aujourd'hui, je vous donne des exemples. 2 de mes collègues des Ardennes se baladaient ce matin près du Trocadéro, donc ils étaient 2 avec un bonnet jaune, amende 135 €. Ah bon? Donc porter un bonnet jaune aujourd'hui dans la rue, 135 €. Ça va? Alors, à partir de combien c'est une manifestation? C'est 2, c'est 3, c'est 4. Mes collègues qui ont été... un de mes collègues qui a été mis en garde à vue, notre secrétaire général, et les autres ramenés dans leur fourgon, tous, on leur a dit, vous n'avez pas le droit de manifester. Combien? Ils étaient 7. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et inversement, nous avons des collègues qui sont arrivés devant l'Élysée, devant d'autres ministères, dont un de mes collègues, je me permets de parler, c'est un cas personnel, je ne parle pas d'habitude de cas personnel, mais ce monsieur est en redressement judiciaire, il doit 41 000 € pour le 31 janvier, il ne les a pas. Et ça fait des mois et des mois qu'il explique son cas. Et il était avec sa chèvre devant l'Élysée. Il s'est fait embarquer comme des malpropres. Ils se sont fait escorter comme des voyous, repérés par des caméras. C'est inadmissible quand on me parle de grands hommes qui sont très sévères avec leur population, mais on n'en est pas loin aujourd'hui en France. Hein. Est-ce que c'est pas scandaleux ce qu'on entend, Philippe Bilger? Si, mais franchement. Mais au-delà de ces péripéties qui sont tout à fait éprouvantes, et je comprends votre indignation, quelle est la principale revendication de la coordination, Alors, madame? Les 2 choses pour lesquelles on était venu à Paris. Alors j'explique aussi à votre téléspectateur pourquoi aujourd'hui et pourquoi, puisque certains nous disent ben, vous aviez un rendez-vous le 13, vous n'êtes pas content. Non, parce que en fait, comme, et le calendrier veut ça malheureusement, partant, ça fait 1 an qu'on est dans les rues, mais demain le 7 janvier, on rentre en période de réserve électorale. Donc en théorie, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Et donc nous, dans notre tête, on s'est dit, puisque demain, ces périodes de réserve électorale, on ne sera pas reçu, on ne pourra pas travailler les sujets. Après, est-ce que ce gouvernement sera toujours là après son discours du 14? On n'en sait rien, je ne suis pas dans les instances. Donc on s'est dit, si maintenant on ne peut pas aller traiter 2 sujets, pour répondre à votre question, 2 sujets qui ne coûtaient rien ni à l'État ni aux contribuables, ces 2 sujets, c'était l'arrêt de surtransposition de normes françaises, donc ne garder que les règlements européens pour que tous les agriculteurs européens puissent produire de la même façon, avec les mêmes normes et les mêmes contraintes, pour donner un produit final identique. Ça, c'était la première des choses. On n'a pas besoin de l'Europe pour ça. C'est un règlement franco-français. Donc, c'était quelque chose qui pouvait prendre un décret. La deuxième des choses, c'est que c'était intolérable pour nous d'avoir encore des contrôles. J'ai des collègues qui ont reçu le 24 décembre des lettres pour avoir des contrôles dans leur exploitation. Et nous demandions à ce que ces contrôles, puisque la DGCCRF et d'autres organismes de contrôle nous disent qu'il manque de personnel, eh bien que les gens qui contrôlent dans nos exploitations ne viennent plus chez nous, mais à contrôler toutes les fraudes aux étiquetages, tous les problèmes dans la grande distribution, la publicité mensongère et tous les importations. Et puis les importations. Voilà. Parce que là, on ouvre porte et fenêtre. Alors, je vous dis juste, moi, un cas concret. Moi, il me manque une boucle sur un de mes animaux. Vous savez que si je suis contrôlée ce jour-là, je perds une partie de mes primes, enfin, de mes aides compensatoires européennes. Là, tout ce qu'on vous fait manger aujourd'hui, non seulement c'est pas bouclé, c'est pas tracé, on ne connaît pas les propriétaires, c'est dans des feedlots de 500, 600 animaux, on ne sait même pas les traitements qu'ils ont eus, alors que vous, la société, vous nous avez demandé, à juste titre ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas de pouvoir tracer la vie de l'animal. Ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, on nous dit, bravo, vous avez très bien travaillé, mais
c'est ballot, hein, mais vous êtes un peu trop cher, donc on fait venir autre chose. Juste un mot, puisque Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, elle, c'est son deuxième mandat, hein, si on peut dire, puisqu'elle a été reconduite. Est-ce que vous l'aviez rencontrée déjà? Oui. Et alors? Oui. Eh bien, écoutez, à part nous donner des chiffres d'enveloppe qui nous donnent, et juste pour répondre à ça, elle a parlé d'une enveloppe de 75 millions d'euros pour les problèmes sanitaires et épisodiques que nous avons sur les troupeaux. Je fais partie des personnes qui travaillons pour la mise en place de ce guichet unique et des aides qui seront données. Donc, il faut savoir que oui, les vaccins ont été pris en charge. Oui, un remboursement de mortalité, sauf que c'est des mortalités, par exemple pour les bovins, pour des animaux de plus de 2 ans. Excusez-moi la technicité du sujet, mais pour vous faire rendre compte que, en fait, en globalité, les vraies pertes qui s'appellent des pertes indirectes, c'est-à-dire les factures des vétérinaires, ça veut dire qu'il y a énormément d'éleveurs qui se sont battus pour que leurs troupeaux vivent. Et donc, ils ont des factures de 7, 8, 10, 12 000 euros, 18 000 euros de frais vétérinaires. Là, on nous dit, ah non, désolé, c'est pas pris en charge. Ce qui fait que d'après nos simulations, s'il y a 15 millions d'euros qui sera pris réellement pour les pertes directes, il reste encore 60 millions qu'on peut utiliser pour les pertes indirectes. Tout ça, c'est des réunions toutes les semaines où on leur explique toutes les semaines que c'est pas adapté aux problématiques de terrain. Et alors on continue à dire dans les médias, ah oui, mais on a donné 75 millions. Moi, je voudrais bien un audit de tous les montants qui ont été annoncés depuis 1 an, parce que je vous assure que dans nos exploitations, c'est pas arrivé, hein. Françoise Degois. Oui, c'est incroyable. Quand je vous entends, madame, j'ai le sentiment d'entendre. Oui, et puis d'entendre toujours les mêmes discours, c'est-à-dire c'est un dialogue véritablement de sourds. Je ne comprends pas. Insupportable. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut commettre des erreurs psychologiques aussi bêtes. Je sais très bien que Bruno Retailleau est la star absolue de Philippe Berger, de Philippe Bilger. Pas de Michel Berger. Mais je veux dire par là, comment est-ce qu'on peut donner des consignes aussi bêtes en réalité? Comment est-ce que vous voulez ne pas mettre les nerfs à vif d'une profession qui a déjà les nerfs à vif? Les bonnets jaunes, c'est parce qu'il y avait marqué Coordina CR, je pense, dessus. Voilà, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Il y a un moment donné, on est un grand État démocratique, le droit de manifester, y compris à Paris, y compris place du Trocadéro, si on en a envie, ça existe. Nous sommes une grande république sociale, on n'est pas qu'une république institutionnelle, nous sommes une république sociale. Donc, les agriculteurs ont le droit de manifester. Ils ont le droit de manifester à Paris, je le dis et je le redis, et il faut absolument mettre du dialogue, arrêter de faire ces conneries sécuritaires, parce qu'en plus de ça, les Français ne sont pas d'accord avec ça. Les Français adorent leurs agriculteurs. Oui, non, j'ai une question pour notre invité qui est très naïve et qui en même temps me préoccupe, parce que bien sûr, techniquement, on comprend que c'est très compliqué pour un éleveur, son patrimoine professionnel, c'est son troupeau, et qu'on a des gros frais de vétérinaire, c'est compliqué. Et je me demande comment s'inscrit là-dedans les assurances professionnelles. Je veux dire, tout professionnel en France possède des assurances. Un industriel, il assure son hangar, il assure ses machines. Et là, j'ai le sentiment que seul l'État peut répondre à ces aléas de l'industrie agroalimentaire avec de l'argent public. Et j'aimerais comprendre comment ça s'organise tout ça. Après, nous, en tant qu'éleveurs, si on veut assurer notre troupeau, on peut, mais vous avez une liste réglementée de maladies qui vous permet un remboursement. C'est à partir de 3 animaux, donc il faut qu'il y ait le décès de 3 animaux pour déclencher cette assurance-là. Elle vaut un fric fou. Et alors qu'on a des services sanitaires qui s'appellent le DGDS, on a des fonds qui s'appellent le FMSE, qu'on abonde, hein, ce sont des cotisations volontaires qu'on verse à ces organismes-là pour justement nous protéger pour certaines maladies, mais évidemment là, on parle d'épisodie, c'est-à-dire de maladies nouvelles, qui n'étaient pas dans cette liste-là, et puis on en revient toujours au même problème, c'est que certaines choses vont être indemnisées, mais de nouveau pas. Les pertes indirectes, juste pour vous dire, les conséquences sur un troupeau laitier de la maladie, la fièvre catarrhale ovine numéro 3, puisque dans ma zone, c'est celle-là, vous avez des pertes de lait, des vaches qui se coupent en lait, on a des avortements, on a des veaux qui naissent 20 kilos alors qu'en théorie ils en font 40, donc ils ne récupéreront jamais. Ça veut dire que ces veaux-là, c'est notre futur troupeau laitier dans quelques années, donc on part déjà avec une jambe cassée. Donc toutes ces choses-là, bizarrement, personne ne veut en tenir compte.
On part au 0826 300 300 tout d'abord avec notre vraie voix du jour, Éric de Pau. Bonsoir Éric. Oui, bonsoir. Alors vous êtes sensibilisé vous, aux manifestations des agriculteurs, vous les soutenez, vous pensez que ça va durer ou pas? Ah ben j'espère que ça va durer, oui. Parce que là, bon, ce que l'a expliqué la dame, c'est bon, c'est très bien, mais il y a pire que ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de prendre tout ce que produit l'Ukraine. C'est l'Europe qui achète tout ce que produit l'Ukraine et à des prix qui veulent eux, c'est-à-dire à moitié prix que l'on puisse produire nous, parce que là, c'est même plus l'Europe, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire qu'au niveau des suivis vétérinaires, du traçabilité et tout, il n'y a rien du tout, et l'Europe achète tout, et nous le rebalance tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les prix se cassent la figure de partout. Et nous, on nous demande, justement, avec toutes ces normes, de produire. Hein, c'est encore le pire, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est encore pire. C'est pire que le problème qu'il y a entre Européens. Parce que là, il faut savoir que l'Europe achète tout à l'Ukraine. Voilà. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, Sophie. Pour compléter ce que dit ce monsieur, il a complètement raison, bien sûr, mais il nous fallait 2 revendications. Enfin, on pensait être légitime avec ces 2 revendications pour avoir des réponses immédiates. Ça n'empêche bien sûr les autres problématiques dont parle ce monsieur. Et ce que monsieur annonce là aussi, et ce que j'aime à vous dire, c'est que madame parlait tout à l'heure du Mercosur, c'est pas tellement un accord, c'est qu'il faut que vous sachiez qu'on subit plus de 50 accords de libre-échange comme ça. La Nouvelle-Zélande, le Canada, etc. Bien sûr, évidemment, évidemment. Et donc ça représente des cumuls tels que autant nous demander d'arrêter de produire parce que ces volumes-là, ils prennent forcément notre place. Et nous, on nous a fait miroiter qu'il fallait faire de l'excellence, donc avec cette fameuse traçabilité, etc., qui coûte un fric fou. Et puis là, maintenant, on nous dit on en trouve beaucoup moins cher ailleurs. Et là, bizarrement, on leur demande rien. Aucun contrôle. On repart au 0826 300 300, Cécile. Direction le Lot-et-Garonne avec Paul. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Paul. Bonsoir. Meilleurs vœux aussi. Voilà. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une concurrence déloyale permanente. On a une suradministration dans l'agriculture qui fait que c'est très compliqué de produire. Moi, je vais vous prendre un exemple simple. Moi, je suis producteur de foie gras, vous le savez, vous en avez déjà vu. Oui. Merci encore. Des coopératives du Sud-Ouest ont des filiales en Bulgarie, en Hongrie, où ils produisent du foie gras pour venir concurrencer les producteurs du Sud-Ouest. Pour vendre encore moins cher de la merde. Mais c'est moins cher. Jusqu'à quand on va pouvoir tenir face à ça? Le problème, il est là. Aujourd'hui, le consommateur n'a pas forcément les moyens de mettre des 150 € dans un kilo de foie gras. Donc, on va lui retrouver à 70 ou 80 €, sauf que c'est de la merde et que les gens achètent à 15 € le kilo. Et tant que ça, c'est légal, on aura des problèmes. Allez, le mot de la fin. Répondre à Paul, que je salue, parce que je pense que je vois qui c'est. Je voudrais quand même, parce que certaines personnes nous disent, oui, vous êtes bien gentils, mais nous, avec notre pouvoir d'achat, on ne peut pas se payer le prix de la qualité française. Mais moi, j'ai envie de leur répondre. Écoutez, mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez être payés au même prix que sont payés les gens qui travaillent dans ces pays-là? En Roumanie ou en Bulgarie, si vous voulez comparer, il faut tout comparer. Nous ne pouvons pas être compétitifs parce que nous avons un maximum de charges qui rend notre coût du travail et le coût de notre produit beaucoup trop important. Donc ces gens qui disent que notre produit est trop cher, je vais leur dire, écoutez, à partir de demain, vous allez travailler pour 1 € de l'heure. Ouais, et il y a un autre problème aussi dont on n'a pas parlé, c'est le problème de santé publique. C'est à force de manger n'importe quoi, forcément ça finit mal. Merci en tout cas Sophie Linhart d'avoir été avec nous. Première vice-présidente de la coordination rurale, responsable de la section lait, éleveuse laitière dans l'Oise. Et j'espère que si nous allons un jour dans l'Oise, on viendra vous embrasser. Absolument. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et bonne année. On espère qu'en tout cas cette année sera bien meilleure. Allez, vous restez avec nous dans un instant, un peu de détente, de rire, avec le qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit? Qui l'a dit? J'ai même du mal à le dire, tellement je ne l'avais pas dit depuis longtemps. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai.